Voilà ce qu'a saisi cette caméra braquée sur le volcan en permanence. Il s'agit du volcan Tufeux, qui est situé dans l'État de Colima au Mexique. L'éruption a projeté une pluie de pierres et de gaz en fusion à plus de 4 km à la ronde. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Cette éruption est la plus importante de ce volcan en 10 ans maintenant. Sauriez-vous dire ce que Paris Hilton suggère d'acheter dans cette publicité pour le moins suggestive? Les capsules du défi Santé 530 vous rappellent que la santé... Bonsoir, Pierre. Alors, vous êtes intervenu ce matin pour aider un homme dépressif à renoncer au suicide. Ça commence hier soir. L'individu en question, c'est un homme de 36 ans de la Rive-Sud à Longueuil. Il aurait communiqué au cours de la nuit avec les policiers de Longueuil demandant de me rejoindre. Les policiers de Longueuil lui auraient répondu qu'ils n'avaient pas le moyen. Il a communiqué avec la station de radio de notre collègue Guy Mongrain, Rythme FM, et c'est la recherchiste qui a communiqué avec la salle d'information d'LCN ce matin. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lui parler vers les 7h30 du matin. Au moment où les policiers ont été mis au courant parce que le poste de radio avait appelé la police de Montréal, il avait été question qu'il y avait un engin, une bombe à l'intérieur de son véhicule. Alors l'homme m'a donné rendez-vous au départ sur la Rive-Sud, mais par la suite, il a changé d'idée pour me donner rendez-vous sur le site de l'île Sainte-Hélène. Là qu'on a tourné ces images, Claude, on pourrait les regarder pour que les téléspectateurs comprennent vraiment. Alors, vous vous êtes approché de lui. Vous aviez donc cette assurance qu'il n'était pas armé? Non, il n'était pas armé. Ce qui m'a demandé d'abord de m'approcher de son véhicule et par la suite de communiquer avec les autorités policières. Les autorités policières m'avaient demandé si c'est possible de pouvoir le faire sortir du véhicule. Et j'ai agi d'une certaine façon comme un policier parce qu'on m'avait demandé de le fouiller. C'est là qu'on voit, là, il a accepté que je le fouille. Il m'avait remis quelques instants auparavant les fils qui étaient branchés avec le réservoir. C'est un gars dépressif, apparemment, qui est recherché par d'autres personnes où il doit de l'argent. Il avait l'intention de mettre fin à ses jours, mais compte tenu de l'importance du travail des négociateurs de la police de Montréal et du commandant Richard Dupuis, qui lui-même, habituellement, il ne se déplace pas. Il est venu sur les lieux. Je lui ai dit de faire confiance à M. Dupuis. Lorsqu'il m'a remis les clés, une des conditions, c'était de sortir son véhicule. Par la suite, on a fait venir une ambulance. Il a été conduit dans un hôpital parce que c'est un gars dépressif. Oui. Mais définitivement, il y a eu de l'attention parce que ce gars-là avait l'intention de mettre fin à ses jours. Si les policiers s'étaient approchés avec le système qu'il avait, il avait l'intention de faire sauter son véhicule. Et on voit quand il quitte la voiture, il est en larmes. Donc, c'est un homme, effectivement... Très dépressif, un homme de 36 ans qui est seul dans la vie. Bon, ben tant mieux. Et espérons maintenant qu'il soit entre de bonnes mains pour l'aider à surmonter tout ça. Merci, Claude, pour votre travail encore. Merci, Pierre. Au revoir. Alors, si on revenait sur cette poursuite de Nathalie Simard contre Guy Cloutier et Novem, vous savez, c'est 101 200 000 $ que réclame Nathalie Simard à Guy Cloutier et à Novem. Maître Claude F. Archambault, qui est avec nous ce soir. Maître Archambault, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, vous avez le chapeau de l'avocat de Guy Cloutier. Donc, vous représentez Guy Cloutier dans cette cause-là. Exactement. Je suis son avocat depuis quelques mois à Guy Cloutier pour s'occuper aussi de la partie carcérale des problèmes et des stratégies qui... Donc, vous prenez de la relève de maître qui est devenu juge depuis... Maître Sophie Bourque qui a été nommé juge à la Cour supérieure. Alors, c'était une dure semaine pour votre client. Non seulement cette ordonnance qui est levée, mais il est maintenant l'objet d'une poursuite au civil. Vous lui avez parlé. Comment il réagit? Une poursuite au civil, je lui ai expliqué que c'est pas parce que 1 200 000 était réclamé que ce serait ça que le juge accorderait. Il va falloir vérifier le montant des dommages. Est-ce que ce sont vraiment des dommages qui sont réalistes, qui sont appropriés? S'il fallait qu'à chaque fois qu'un montant est réclamé, le juge l'accorde, il n'y aurait plus besoin d'avocat, on ne pourrait pas contester rien. Ouais. Alors là, on va vérifier, puis parce que dans le passé, M. Bruno, les montants accordés dans des cas comme ça étaient très, très peu élevés. On parlait de 30 000 à 50 000 oui, mais là, on a vu dans d'autres cas, par exemple, où les normes changent maintenant, et on sent que ça change. Mais elle a un problème aussi, elle a un problème de prescription qui est allégué aussi dans la procédure, parce que c'est 3 ans la prescription, et si elle veut aller au-delà de ça pour réclamer des dommages, elle doit démontrer une impossibilité d'agir, une incapacité d'agir en faisant la preuve avec des psychologues qu'elle était dans un état qui ne lui permettait pas de poursuivre à ce moment-là. Et ça, c'est pas facile de monter la côte parce que
Vous vous souviendrez, dans les enfants du Plessis, il n'y a Oui, rien mais qui si était on- accordé devant les tribunaux parce que c'était prescrit. Oui, mais si on revient à cette cause-là, il a plaidé coupable quand même à l'automne. Il a été condamné. Ça change Il y a rien. une sentence qui est très forte. Alors, Oui, mais ça ne change rien à la prescription. C'est deux systèmes parallèles, si vous voulez, deux juridictions parallèles. Et au civil, il y a une prescription. Au criminel, il n'y a pas de prescription. J'ai cru comprendre, mais pour les téléspectateurs, c'est difficile à comprendre cette histoire de prescription. Vous allez défendre ça devant le tribunal, mais je vais revenir sur la somme. Est-ce que vous êtes ouvert à une négociation? J'ai cru comprendre tantôt, dans l'extrait que vous avez donné à mon collègue Joël Goulet, que vous étiez ouvert à une négociation avec On apprend à l'université que le pire règlement hors cours vaut le meilleur des procès. Or, c'est un réflexe d'avocat de toujours tenter le terrain. C'est certain qu'on m'a demandé à la partie adverse à combien vous régleriez. Et si la partie est pas trop gourmande, au lieu qu'il y ait plein de frais puis que ça dure durant 2 ans, bien souvent on fait une offre et puis si c'est raisonnable, puis si la demande de la requérante est raisonnable, bien, on peut en arriver à un règlement. Mais quand ça arrive des règlements dans ces circonstances-là, on met toujours une clause de confidentialité. On peut pas dévoiler le montant du règlement. Maître Archambault, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vous savez, chacun a sa petite idée sur cette sortie de Nathalie Simard. Voici quelques commentaires recueillis dans la rue. Croyez-vous qu'elle prend une bonne décision en sortant publiquement comme ça? Oui, espérons que... Bon, il y en a qui, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire que c'est de l'opportunisme, là, puis pour vendre de l'histoire, là. Mais si ça peut aider d'autres personnes à sortir et à dénoncer leur agresseur, là, je pense que c'est une bonne chose. Si elle s'en est bien sortie psychologiquement, puis elle veut maintenant en parler pour, ne serait-ce que pour sensibiliser les gens à ça, je pense que c'est une bonne décision. Si c'est pour faire un coup d'argent, là, tant pis pour elle, je pense. Bien, avec moi maintenant, Mme Rose-Marie Charret, elle est présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Bonsoir. Ça va l'aider dans sa réhabilitation, toute cette démarche qu'elle vient de faire? Ça peut l'aider, ça dépend. Moi, je ne connais pas le dossier, mais vous savez, à un moment donné, quelqu'un a besoin d'être libéré du poids du secret, du silence forcé. Alors, le fait d'avoir cette liberté-là, en soi, est quelque chose d'aidant. Maintenant, c'est pas parce qu'on dit une chose, parce qu'on dévoile une chose qu'on en est soulagé. On a souvent eu cette perception que tu vas le dire ensuite, tu vas en être soulagé. Ça dépend du sens qui est donné, du contexte dans lequel c'est dévoilé. Et moi, j'ai l'impression que les victimes d'abus sexuels, qui souvent vont avoir tendance à révéler lorsqu'elles en ont la possibilité, tout. Et j'ai l'impression qu'il faut quand même être prudent parce qu'il faut garder quelque chose pour soi. On a Est-ce tous besoin. que c'est une vengeance au départ aussi? Je ne connais pas les motivations, Non. ça pourrait être ça, mais ça pourrait être aussi le fait de vouloir être reconnu comme une personne dans son ensemble. Il y a une partie de soi qui a vécu d'abus sexuels et il y a toutes les autres parties de soi et un désir de réunir tout ça. Ça, c'est positif, ça, c'est thérapeutique. Bon, les victimes d'abus sexuels qui dénoncent leur agresseur n'ont pas toujours gain de cause non plus devant les tribunaux. Ça, on le sait également. Et ça peut laisser des séquelles encore plus grandes, j'imagine. Mais la plus grande des peurs pour une victime d'abus, c'est qu'on ne la croit pas. Ça, et c'est ce qui vraiment maintient un bon nombre de victimes dans le silence, parce que ces personnes-là se disent « Qu'est-ce que ça va me donner de le dire? On ne me croira pas. Et une raison fondamentale pour laquelle elles ont peur de ne pas être crues, c'est que souvent, l'agresseur est quelqu'un qui fait bonne figure par ailleurs. Le mononcle si gentil, l'ami de la famille si pur, si croyant même, on a vu des histoires. Donc, la victime se dit, mais jamais personne ne va me croire. Bon, là, maintenant, elle veut créer une fondation. Ça peut aider aussi. Oui. On sait, par exemple, dans les cas de traumatisme, quel que soit le traumatisme, et y inclut les traumatismes sexuels, que si la personne peut utiliser son expérience pour aider d'autres personnes, ça l'aide non seulement à guérir, mais vous savez, c'est ce qu'on appelle la résilience. C'est la capacité de donner un sens à l'expérience, à faire quelque chose d'extraordinaire avec une expérience pénible et douloureuse. C'est un mot qui est venu dans le vocabulaire à tous depuis quelques années, la résilience. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Alors, Colette, ce qui s'en vient n'annonce pas l'été, là. Possible miracle attribué au père Frédéric. Comme TVHM y a fait écho la semaine dernière, l'affaire s'est passée aux États-Unis. Si un procès est ordonné par Rome, un père franciscain de Trois-Rivières devrait y témoigner. Tous les détails et d'autres nouvelles au TVA régional de 18h.
On vous parle ce soir d'un métier fascinant, les policiers profileurs qui traquent des psychopathes qui sont souvent présentés au cinéma ou à la télévision. Mais Jean-François, dans la vraie vie, comme on dit, ils sont très, très peu nombreux dans le monde et vous en avez déniché quelques-uns. Oui, comme on dit, Pierre, la réalité rejoint la fiction. Donc, il y a 10 profileurs criminels au Canada présentement. Ils font partie soit de la Gendarmerie royale du Canada ou alors de la Police provinciale de l'Ontario. Au Québec, il n'y en a pas. En fait, on pourrait dire il n'y en avait pas jusqu'à tout récemment. Il y a 2 policiers de la Sûreté du Québec qui sont en formation au niveau international aux États-Unis ou au Canada. Depuis janvier 2004, ils sont à mi-chemin de leur formation et nous les avons rencontrés. Qui ne se souvient pas d'Hannibal Lecter, le tueur psychopathe du Silence des agneaux, et de Clarice Starling, l'agente du FBI qui le traque? C'est un homme de race blanche. Les tueurs en série aiment chasser dans leur propre groupe ethnique. Dans le film, l'actrice Jodie Foster joue le rôle d'une spécialiste en profilage criminel. De la fiction, pensez-vous? Il y a 70 de ces spécialistes à travers le monde. Au Québec, on est en train de former les 2 premiers profileurs. Un profileur criminel, c'est en quelque sorte un analyste. Ça étudie des dossiers de crimes majeurs essentiellement. Ça explique les motivations derrière un crime. Éric Latour et Marc Lépine font partie du service d'analyse du comportement de la Sûreté du Québec, qui regroupe les services de l'hypnose, de la polygraphie et d'un psychologue judiciaire. Le service reçoit 600 demandes chaque année. Le profilage s'ajoute comme un autre outil permettant de faire avancer des enquêtes. On n'a pas la science infuse, on n'est pas une boule de cristal, mais on peut apporter quelque chose qu'eux autres n'ont pas vu, possiblement. On ne mettra jamais un nom en bas d'un rapport de profilage criminel, c'est évident. Par contre, on pourra permettre aux enquêteurs de s'orienter dans une direction plus précise. Dans les enquêtes de meurtre, les profileurs analysent les scènes de crime et les résultats d'autopsie pour en apprendre plus sur le profil de l'assassin. Dans les cas d'agression sexuelle, les différents témoignages peuvent les aider à remonter vers le suspect. Un cas récent, celui de Michel Cox à Laval, dans lequel les profileurs ont travaillé. En collaboration avec la GRC, les gens du service d'analyse du comportement avaient réussi à établir non seulement le profil de l'agresseur, mais également en se basant sur les différents lieux des agressions, un secteur où il devait résider. Et comme vous le voyez, ils étaient dans le mille. Les profileurs ont jusqu'ici été impliqués dans 6 enquêtes menées par plusieurs corps de police québécois. On est le point de chute ici, on sait ce qui se passe au Québec, en l'occurrence au niveau des crimes en série. Agression sexuelle, meurtre en série. Les profileurs peuvent aussi être mis à profit dans la préparation des interrogatoires ou pour analyser des déclarations. Bref, tout un éventail de services pour raffiner les stratégies d'enquête. Éric Latour et Marc Lépine suivent leur formation depuis 1 an et demi un peu partout à travers l'Amérique du Nord, une formation qui couvre tous les crimes majeurs. Des cours en reconstitution de scènes de crime, en évaluation de menaces, au niveau des incendies, des explosifs, le comportement des personnes, leur motivation. Ils sont formés, entre autres, par le FBI et parrainés par des profileurs de la GRC et de la Police provinciale de l'Ontario. Leur but ultime, voir les motivations derrière les crimes. Quelle est sa motivation, que ce soit sexuelle ou que ce soit tout simplement un vol ou peu importe la motivation. Donc, on essaie de pousser un petit peu plus loin la réflexion. La formation des 2 premiers profileurs québécois s'achèvera en 2006, mais déjà, ils ont ouvert une nouvelle porte dans les stratégies d'enquête au Québec. On se doute bien, Jean-François, que ne devient pas profileur qui veut et ni du jour au lendemain. Hein? Absolument pas. Marc Lépine et M. Latour ont de l'expérience en crimes majeurs. Ils ont tous 2 été membres de l'escouade des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. C'est un prérequis. Donc, il y a la formation de 2 ans et demi, mais il y a également l'expérience acquise sur le terrain qui, elle, ne s'achète pas. C'est cette expérience combinée à cette formation-là qui fait en sorte que ces gens-là, en voyant un dossier, par exemple, de meurtre ou d'agression sexuelle, sont en mesure d'établir un jugement, à savoir quelle pourrait être la personnalité du suspect. Là. Intéressant comme profession. Merci. Au revoir. Au revoir. Un accident spectaculaire qui est survenu sur une autoroute de la région de Dallas. Ce camion, qui était déjà en flammes, a littéralement explosé. Le conducteur a survécu, mais il repose présentement dans un état critique. Il serait endormi au volant avant de percuter une barrière de sécurité. Le camion a ensuite pris feu et la présence d'essence a fait le reste. Dans un moment. Madame Louise, Monsieur Maurice, Madame Ginette. L'explorateur urbain et une mémoire d'éléphant sur le plateau de la Poule. Une autre étoile est née sur la promenade des célébrités.
Mon métier d'actrice exige que mes cheveux soient toujours à leur meilleur. Mais Voile sur l'enfer que son ex-gérant Guy Cloutier lui a fait subir. Une entrevue exclusive ce jeudi 21h à TVA. Je nous vois tous des artistes quand on est là. Quand on se fait de la musique et que ça fait pop. Peux-tu tenir le rythme, tiens les liens? L'École des fans reçoit Laurent Jalbert à 18h30. Demande spéciale Fête Jean Lapointe à 19h. Une variété d'animateurs au gala Juste pour rire à 20h. Et le film Le Nouveau Voisin à 21h. Ce dimanche à TVA. Ce segment d'émission est présenté par Liberté en VR. Bonsoir Dominique. Bonsoir Pierre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai une difficulté incroyable avec les prénoms des gens que je rencontre. Je suis sûr que je suis pire que vous. Oui. 2 secondes après avoir serré la main de quelqu'un, j'oublie son nom, c'est infaillible. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, a un don qu'on envie beaucoup, vous et moi, Pierre. Il a ce don de mémoriser des noms. Il s'appelle... Steve Freeman. Ah, c'est une blague. Alors, c'est vraiment un talent qu'il a depuis plusieurs années. Il a même des records Guinness. On lui a préparé un petit test maison. Voici le résultat. Ça, c'est le public qui arrive à l'enregistrement de La Poule aux œufs d'or à TVA. Moi aussi, je suis un peu nerveux, là, moi, là. Lui, c'est Steve Freeman, mémorisateur de profession. Le bonhomme est capable de mémoriser des centaines d'informations sur les gens qu'il rencontre. 17 octobre. Denise et Mario. Il l'a rencontré où? À l'école. Steve Freeman a découvert son talent il y a 14 ans. Il a commencé à se produire dans des congrès, des tournois de golf et des galas, avant de s'attaquer à son premier record du monde en 1994. J'ai passé une semaine sur un bateau russe ukrainien. En 1994, il y avait 555 personnes en tout, dont 143 Russes ukrainiens. Et à la fin de la semaine, j'ai identifié 543 personnes sur 555. Ginette, Pierre, Louise, Maurice, Rénal, Lise, Patrick, Stéphanie. Stéphanie, vous êtes enceinte, vous avez accouché quand? Quelle date? La technique, c'est vraiment ça. C'est de la répétition, des associations. Alain, Joanne, Martin Tintin. En mai 1996, Steve Freeman a battu son propre record dans une école secondaire. Il y a 811 élèves qui ont défilé devant moi. J'en ai identifié 617 par leur prénom. Vous, c'est quand votre fête, monsieur? 31 mai. 31 mai? 23 ans de mariage. Bon, l'heure du verdict arrive. Après seulement 10 minutes de mémorisation, Steve se lance. A-t-il réussi à retenir le nom des 60 invités? Madame Louise, Monsieur Maurice, Madame Ginette, Monsieur Pierre, Monsieur Mario, qui a rencontré à l'école Sainte-Thérèse sa compagne, Stéphanie, qui est enceinte. C'est lui le papa? Pendant qu'il poursuit sur sa lancée, un petit truc pour ceux qui, comme moi, oublient le nom d'une personne 2 secondes après lui avoir serré la main. On oublie souvent les noms des gens les 30 secondes à 2 minutes qui suivent. Le truc, Monsieur Dominique, c'est de vous donner la main à la personne, vous répétez son prénom, son nom de famille, dépendamment du lien que vous avez. Et dans la conversation, il faut répéter le nom de la personne au moins de 3 à 5 fois dans les 2 minutes qui suivent une nouvelle rencontre. J'ai perdu les 2 derniers. C'est grave, ça? 58 prénoms sur un total de 60, pas mal du tout. En tout cas, les gens sur place sont impressionnés. Madame Suzy, j'ai-tu nommé? Disons qu'il y a quelques témoins à la commission Gomery qui ont la mémoire pas mal plus courte. Dominique Arpin, TVA, à Montréal. Demain, au TVA de 17h, Hey! Avez-vous fini de faire des tracks sur mon terrain? l'explorateur urbain clôture une autre saison époustouflante. L'explorateur urbain et ses carnets de voyage. Demain, au TVA de 17h. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pierre. Paris Hilton. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois? Bien évidemment, il faut qu'on parle d'elle. C'est très rare Mais qu'on oui. en parle d'ailleurs parce que c'est pas quelqu'un qui s'illustre par son talent nécessairement. Non, mais on en parle, je sais pas pourquoi. alors. Oui, alors, ben là, c'est parce que c'est un talent quand même de faire parler d'elle. Et là, elle a fait une publicité, vous allez voir. Et ensemble, on va essayer de deviner, OK? Qu'est-ce des qu'elle voitures. annonce? Une voiture? Des voitures, non, pas tout à fait. Le savon? Les chaussures, Les chaussures, non le plus. savon, Écoutez, la vous mousse. comprendrez là, Non, toutes pas ces un hamburger. pauses suggestives pour nous amener à un hamburger. Donc,
écoutez, c'est la chaîne Carl Jr. qui a annoncé ce hamburger barbecue très épicé, nous dit-on. Mais vous comprendrez en regardant cette annonce qu'il y a toute une controverse autour de ça. Il y a même des comités de parents qui demandent à ce que la publicité soit retirée des ondes parce que ça tient pas debout. Et par contre, c'est très populaire comme publicité parce que pour la télécharger, parfois, il y a tellement de trafic de gens qui veulent la voir que c'est complètement bloqué. Et pour la chaîne de hamburger, c'est un excellent coup de marketing. On ne sait pas ce qu'il y a dans le hamburger d'une part, puis on ne sait même pas de quelle chaîne il s'agit. Non, mais pas. Non, c'est ça, exactement, mais on voit Paris Hilton beaucoup, donc. Bon, parfait. Michael Jackson. Oui, alors c'était aujourd'hui, donc, le dernier témoin qui a été appelé par les avocats de la défense. C'est l'acteur américain Chris Tucker qui est venu, donc, témoigner. Et les avocats de Jackson ont dit que c'était, donc, le dernier témoin, ce qui veut dire, du même coup, que Jackson, lui, ne témoignera pas. On s'est attendu peut-être à ce qu'il témoigne. D'ailleurs, plusieurs célébrités qui étaient attendues, on avait dit plusieurs noms. Souvenez-vous, on avait parlé d'Elizabeth Taylor, de Stevie Wonder, de Diana Ross, aussi du joueur de basketball Kobe Bryant. Mais aucun de ces gens ont été invités par la défense. Donc, ce qui veut dire que les jurys vont commencer aussitôt que la semaine prochaine à délibérer. Il y aura sans doute des contre-interrogatoires. Mais jusqu'à présent, c'est un procès qui déçoit un peu parce qu'il n'y a pas eu nécessairement de révélations fracassantes. Et la poursuite n'a pas réussi à nous démontrer que Michael Jackson était vraiment un pédophile récidiviste dangereux. Donc, ça reste à voir. Et c'est un procès qui va se terminer beaucoup plus tôt que prévu. Et en terminant, je vais vous parler de Renée Zellweger. On va la regarder à l'instant. Renée, qui s'est mariée récemment, il y a quelques semaines, donc, elle s'est mariée. Elle a reçu une étoile hier sur la promenade des célébrités à Hollywood. Et ce qui est intéressant dans son histoire, c'était l'occasion pour l'actrice de revenir sur ses pas, puisqu'il y a 20 ans, elle était venue sur la promenade des célébrités. Elle avait photographié les étoiles et on voit, elle a répété donc ce geste. Et elle était là en espérant pouvoir faire du cinéma un jour. C'était en 1988. Donc, hier, on a bien vu qu'elle était une grande actrice. Donc, 20 ans plus tard, un immense bonheur pour Renée Zellweger. Et moi, je vous quitte bientôt parce que je m'en vais voir tout de suite au Théâtre Saint-Denis Lise Dion, l'humoriste, qui va terminer une longue série de spectacles. 500 représentations, c'est énorme. Donc, à 18h20, je serai là et avec elle pour vous parler donc de la fin de cette aventure. On vous écoutera. Oui, certainement. Et peut-être une bonne nouvelle pour les amateurs de l'Orchestre symphonique. On me dit que les négociations pourraient reprendre. Ça et ce bon, soir, ça. ils ont un spectacle gratuit à l'église Saint-Jean-Baptiste. Bien, on ira. Okay, bye, bye. Bye. Bonne soirée. Le TVA 18h. Sur un instant, soyez là. Profitez du super rendez-vous Rona, c'est dans le sac. Du 25 au 31 mai seulement, procurez-vous ce méga sac de terre noire de 50 litres au prix... Ça dépasse strictement le fait de vendre ou pas vendre des disques. La fille de Guy Cloutier, Véronique, accepte de commenter. Je souhaite vraiment de la sérénité, du courage aux victimes et que le tout se passe le mieux possible pour tout le monde. D'autres victimes d'abus sexuels estiment qu'écrire un livre sera une bonne thérapie. Que c'est merveilleux l'écriture et que c'est salvateur. À quelques jours du procès, il plaide coupable à l'accusation d'avoir tué ses parents. Et à la météo, selon Environnement Canada, demain, nous aurons des nuages. Bon mercredi. Alors, après avoir révélé publiquement hier qu'elle est l'une des victimes de Guy Cloutier, Nathalie Simard exige maintenant réparation. Elle poursuit son ancien gérant pour 1 200 000 $. Alors, Joël, les chances qu'elle soit indemnisée sont fortes? Oui, Pierre, mais reste à savoir à quelle hauteur. Au Québec, en matière civile, les montants réclamés sont rarement attribués. De plus, dans ce cas particulier, il a déjà été admis en preuve que Guy Cloutier a déjà versé 1,3 million de $ à Nathalie Simard en guise de compensation. Mais Pierre, peu importe le montant obtenu par Nathalie Simard, rien ne remplacera une enfance volée et une vie brisée. Il n'était pas encore 9 heures que déjà le relationniste embauché par Nathalie Simard attendait impatiemment le dépôt de la requête. Quelques minutes plus tard, un jeune avocat arrivait au pas de course pour déposer le précieux document d'une douzaine de pages au greffe de la Cour supérieure. Nathalie Simard intente une poursuite civile de plus de 1,2 million de $ contre Guy Cloutier et Novem Communications, son ancienne maison de production désormais dirigée par sa fille Véronique. La chanteuse exige 800 000 $ en dommages moraux pour douleur, souffrance et atteinte à la dignité. À cela s'ajoute 100 000 $ en dommages intérêts punitifs, soit tout ce qui a trait à la violation de ses droits fondamentaux, comme l'honneur, l'intégrité et la vie privée.
La femme de 35 ans demande aussi 300 000 $ pour perte de revenus et incapacité. Elle veut aussi être remboursée pour ses frais de psychologue et de médicaments. La carrière artistique, c'est quelque chose d'important, mais je pense que c'est pas l'essentiel de ce que Mme Simard a pu vivre dans cette situation-là. Et les faits sont dans la requête, d'ailleurs. On parle d'abus sexuels qui se sont déroulés pendant une période de 10 ans. Alors, ça dépasse strictement le fait de vendre ou de pas vendre des disques. Au cœur de la poursuite civile, les abus sexuels répétés dont a été victime Nathalie Simard dès 1980, alors qu'elle n'avait que 11 ans. Un calvaire qui a duré 7 ans. Il est écrit que pendant cette période, Cloutier abuse sexuellement de la demanderesse en des lieux divers et sur une base fréquente et profite de sa position dominante ainsi que de l'emprise professionnelle, psychologique et affective qu'il exerce sur elle. Elle a déjà eu 1 300 000 $. J'ai pas vu de cas où une victime d'agression sexuelle avait reçu autant d'argent avant de porter plainte. La poursuite stipule entre autres que pendant les abus sexuels, Guy Cloutier mentionne à maintes reprises à Nathalie Simard que si elle le dénonce, cela va entraîner la fin de sa carrière, de même que celle de son frère René. Présidente de Novem Communication, Véronique Cloutier a brièvement réagi au dépôt de la poursuite après son émission de radio sur l'heure du midi. Je ne l'ai pas vue encore. Quand on la recevra, on va la transmettre à nos avocats. Je n'ai pas vu encore de quoi il est question. J'ai pas ici depuis ce matin. Ça vous étonne? La poursuite? Oui. Je verrai ce qu'il y a dedans. J'ai aucune idée. Si les chances de succès de Nathalie Simard sont bonnes, voire excellentes, la somme globale demandée risque d'être révisée à la baisse par le juge du procès. Les montants accordés ne sont pas de façon éléphantesque ce que l'on retrouve aux États-Unis. Le juge peut accorder des dommages et séparer le bon grain de l'ivraie. Et je serais surpris qu'on en arrive à ce montant. En matière civile, on dit souvent qu'un mauvais règlement vaut mieux qu'un bon procès. Une entente hors cours n'est donc pas à écarter. Parfois, si la partie demanderesse n'est pas trop gourmande, on peut en arriver à une entente. Alors, ces derniers événements qui suscitent beaucoup de réactions, Joël, la sortie de l'ombre, la poursuite et aussi le fait de vouloir publier un livre pour aider d'autres victimes. Oui, Pierre, plusieurs artistes ont commenté aujourd'hui la sortie de Nathalie Simard, à commencer par Véronique Cloutier, la fille de Guy Cloutier. Par ailleurs, il y a plusieurs membres de la colonie artistique qui, malheureusement, dans le passé, ont déjà été victimes de viol. Mon collègue Charles Faribault les a rencontrés. Voici ce qu'elle pense de cette idée de Nathalie Simard d'écrire un livre sur son histoire. La réaction la plus attendue venait de Véronique Cloutier, la fille de Guy, qui commentait pour la première fois la sortie publique de Nathalie Simard. C'est ça. Ça fait 15 mois qu'on baigne là-dedans et puis ça se poursuit. Je souhaite vraiment de la sérénité, du courage aux victimes et que le tout se passe le mieux possible pour tout le monde. Madame Cloutier n'a cependant pas commenté le projet d'écriture de Nathalie Simard. Le livre est souvent pour les victimes d'actes criminels une véritable thérapie. La douleur et le fait de me sentir tellement sale. Et j'ai passé des heures dans le bain. Je suis allée au sauna, je suis allée à la piscine. Je me grattais comme on étreint un cheval. Mais après, quel bonheur, mais quel bonheur. Que c'est merveilleux, l'écriture, et que c'est salvateur. Madame Boucher a été victime d'un viol. C'est une expérience terrifiante que seule l'écriture est parvenue à occulter. Sylvie-Catherine Baudouin, une comédienne, a elle aussi été violée à l'âge de 24 ans par 2 inconnus alors qu'elle promenait son chien. Dans son cas, c'est la publication d'un article sur son drame qui lui a permis de s'en sortir. Tant que ça reste secret, que ça reste en toi, c'est quelque chose qui n'est qu'à toi. Tandis que si tu te mets à le révéler, ben tu t'en dépossèdes. De plus en plus de victimes acceptent de dévoiler des pans obscurs de leur existence. Ça a été le cas de Lise Payette qui, dans son autobiographie, avouait avoir été battue et agressée sexuellement par son mari. De la chanteuse Marie-Chantal Toupin qui confiait récemment avoir été victime d'un pédophile. Des sœurs Hilton qui dénonçaient leur père. Tous ces témoignages de personnalités servent d'exemple aux gens ordinaires et qui ont vécu les mêmes drames, mais qui se sentent isolés dans leur anonymat. Je trouve que le témoignage des victimes est très crédible. Il a beaucoup plus d'impact quand il vient de quelqu'un qui l'a vécu. C'est une parole qui a beaucoup de sens. Malgré tout, les statistiques montrent qu'environ une victime sur 10 seulement porte plainte contre son agresseur. Charles Faribault, TVA, Montréal. Alors, la chanteuse a fait sa sortie publique pour aider, dit-elle, d'autres victimes de crimes sexuels. On le sait, elles sont très nombreuses au Québec. En 2001, par exemple, 4 700 plaintes ont été déposées. Et Charles vient de le souligner, quand on pense que moins de 10 % des victimes portent plainte, 60 % d'entre elles ont moins de 18 ans.
Alors, Sophie Thibault et toute l'équipe préparent le bulletin de 22h. On sait que Nathalie a décidé de se confier à Paul Arcand. Il sera avec vous ce soir. Exactement, Pierre. Une seule entrevue, donc, qui sera donnée à notre collègue Paul Arcand. Entrevue, d'ailleurs, qui va commencer d'ici 1 heure environ. Donc,